L'école est notre plus grand échec, a dit le nouveau Premier ministre de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Mais que compte-t-il faire pour redresser la barre? C'est la question qu'on va se poser avec notre invité. Peut-être n'êtes-vous pas entièrement calé en créatures mythologiques. En deuxième partie d'émission, on vous propose de partir à la découverte de ces monstres et chimères qui peuplent l'imaginaire. Une lecture pour parents et enfants. On en parle avec l'auteur et l'illustrateur de cette BD, Les créatures mythologiques. Dans sa chronique, Adrien Fontenot vous parlera de l'influence des médecins qui investissent les réseaux sociaux. Mais avant cela, place à l'actualité de l'éducation avec Adrien. Adrien, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal avec la ministre de l'Éducation nationale qui était l'invitée de France Inter ce matin. Beaucoup de sujets évoqués par Elisabeth Borne, à commencer par le niveau de nos élèves français en baisse depuis plusieurs années et régulièrement inférieur à celui de nos voisins européens. Un constat que la ministre n'accepte pas. Rehausser ce niveau passera par une meilleure formation des enseignants. Je pense qu'il y a des réformes qui ont été menées. Il y en a une qui me paraît très importante, et je l'ai dit aux organisations syndicales, c'est de reprendre la concertation sur la formation des enseignants. On a fait beaucoup d'actions, le dédoublement des classes en maternelle, grande section, en CP, en CE1, la formation de nos enseignants, je pense que c'est quelque chose de crucial. Et puis je vous dis aussi de pouvoir donner des initiatives. Et vous pensez que ça va améliorer? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites depuis 7 ans. Le macronisme éducatif, ce n'est pas rien. Il y a des choses qui ont été faites, sauf que les résultats ne sont pas là. Eh ben, on va continuer à y travailler, et moi je veux le faire en confiance avec les professeurs, avec les chefs d'établissement, avec nos directeurs académiques, avec nos recteurs. Moi je compte aussi sur eux pour innover, pour nous proposer des initiatives. Élever ce niveau, ça passera également par une meilleure évaluation des élèves, pas seulement par les professeurs, mais aussi par les contrôles avec le brevet en fin de collège, après le choc des savoirs porté par les précédents ministres de l'Éducation nationale. Nouveau revirement la semaine dernière, l'obtention du brevet ne conditionnera pas finalement l'entrée au lycée, mais Elisabeth Borne veut tout de même le réformer lors de son mandat. Il y a deux sujets différents. Il y a le sujet du niveau du brevet, et je vous confirme que moi je veux élever le niveau d'exigence du brevet, supprimer les correctifs académiques, vous savez, qui ont une espèce de péréquation pour que tout le monde ait le même taux de réussite au brevet. Donc on va supprimer ces correctifs académiques, et puis on va revoir le poids respectif du contrôle continu et de l'examen, avec 60% sur l'examen final. Donc élever le niveau du brevet, oui, on va le faire, le niveau d'exigence. Un niveau qui se veut plus exigeant et des nouveaux enseignements également. Un programme est très contesté par une partie de la classe politique, celui sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Elisabeth Borne a précisé son importance, notamment sur la question du genre et son application à différents niveaux. C'est un programme qui est très attentif à apporter les bonnes informations en fonction de l'âge de l'élève, qui doit permettre de transmettre des valeurs très importantes de respect de soi, de respect de l'autre, de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et l'idéologie woke, elle y est ou non, comme ils l'ont dit les sénateurs LR? Non, je peux. La notion d'identité de genre, elle figure quelquefois dans le programme. Vous savez que c'est une notion qui figure dans le code pénal, qui réprime les discriminations en fonction de son sexe, de son identité de genre ou de son orientation sexuelle. Donc forcément, on fait référence au code pénal. Et là, ce sera en quelle année qu'on apprend les identités de genre? Alors, c'est à partir du lycée qu'on évoque cette notion d'identité de genre. Ça fait partie du code pénal, donc je pense que c'est important aussi d'expliquer aux lycéens. Mais vraiment, je vous dis, ce programme, il porte sur la vie affective et relationnelle dans le premier degré, et on aborde les questions d'éducation à la sexualité dans le second degré. Voilà pour cet entretien d'Elisabeth Borne sur France Inter au micro de Léa Salamé. Toujours à l'école, un autre sujet qui pourrait faire débat, c'est l'interdiction du voile aux accompagnatrices des sorties scolaires. Ce n'est pas une mesure gouvernementale, mais bien une proposition de loi de l'opposition. Selon une information de nos confrères d'Europe 1, l'Union des droites pour la République devrait déposer ce projet en fin de semaine. Le mouvement fondé par Éric Ciotti souhaite interdire aux accompagnatrices de sorties scolaires le port du voile islamique au nom du devoir de neutralité religieuse.
religieuse. Une proposition de loi pour élargir une déjà en vigueur depuis 2004. Cette loi sur les sorties scolaires, composée d'un article unique qui interdit, je cite, le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, et ce, au nom du respect du principe de laïcité dans l'espace éducatif. Une interdiction qui ne s'appliquerait pas aux visites de lieux de culte, mais sans majorité claire et dans une assemblée déjà fracturée. Cette proposition a peu de chances d'être adoptée. Dans ce journal, on évoque aussi les actes antisémites à niveau historique. 1570, c'est le nombre recensé par le Conseil représentatif des institutions juives de France pour l'année 2024. Une donnée qui reste en légère baisse par rapport aux 1676 de 2023. Mais on ne parle là que des actes recensés. Le rapport précise que 65% des actes antisémites ont concerné des atteintes aux personnes. 30% évoquent la Palestine. Puis en ce qui concerne l'école, 192 actes antisémites ont été commis dans le milieu scolaire et ont fait l'objet d'une plainte, soit 12% du total, des chiffres inférieurs à ceux publiés par les ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Les élèves juifs représentent moins d'1% des élèves en France, mais ils sont l'objet de près de 50% des violences ou incidents racistes et antisémites signalés par les établissements, toujours selon le CRIF et Jonathan Arfi, son président. Tout autre sujet à présent, on passe maintenant à cette étude sur le rôle des pères et plus particulièrement leur implication dans les tâches ménagères. Messieurs, nouveau papa, vous n'êtes pas très investis, c'est ce que révèle une étude de l'adresse. Même après la naissance de leur enfant, les pères seraient toujours peu impliqués dans les tâches ménagères. Principal argument côté masculin, un manque de disponibilité lié aux contraintes professionnelles. Je passe que l'aspirateur et je fais pas grand chose d'autre. Je finis à 22h, je rentre beaucoup plus tard qu'elle et c'est pour ça que c'est comme ça. Voilà comment ça marche dans le couple de Francis. Omar, lui, comme beaucoup d'autres pères, s'attelle à bien certaines tâches, mais seulement celles qu'il affectionne. Alors moi j'adore cuisiner. Bon, le ménage, je suis un peu feignant là-dessus. Là. Personnellement, j'essaie de faire un effort pour équilibrer un peu, mais c'est vrai qu'elle en fait plus que moi. Et toujours selon cette étude, l'extension du télétravail a permis à de nombreux pères de faciliter au quotidien cette répartition entre vie professionnelle et vie familiale. D'après l'Observatoire des inégalités, dans les années 80, les femmes géraient 70% des tâches ménagères. Aujourd'hui, c'est 66%. Plus de 40 ans entre ces deux valeurs et seulement 4 points de gagné. On est encore loin du 50-50. Ah oui, c'est clair, on en est loin. On termine avec un mot de l'actualité internationale. Donald Trump, fraîchement investi 47e président des États-Unis, a déjà pris tout un tas de mesures. Adrien. Oui, ce n'est pas une bonne nouvelle pour tous, particulièrement dans l'administration. Le président américain a annoncé la suspension à partir de mercredi de tous les employés des bureaux DEIA. DEIA pour diversité, équité, inclusion et accessibilité. Pas des valeurs partagées visiblement par Donald Trump. Les employés vont être placés en congé administratif payé avec effet immédiat avant la fin des programmes et la fermeture définitive des bureaux. Autre coupe prévue par Donald Trump, plus d'1 millier de responsables de l'ancienne administration démocrate. Le président américain a chargé ses équipes de les identifier et de les destituer des personnes comme les agents de la DEIA, je cite, qui ne sont pas alignés avec notre vision pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Merci Adrien. L'école, mère de toutes les batailles, mais pas si présente dans les discours. Lors de sa prise de parole la semaine dernière, François Bayrou a énoncé des pistes et seulement des pistes. On en parle avec notre invité. Bonjour Ariane Ferry. Bonjour, merci. Bonjour à vos auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice de la rédaction de L'Étudiant, un magazine très connu qu'on a suivi, qu'on continue de suivre bien entendu. Alors sur la forme, tout d'abord, François Bayrou, pour qui l'école est un sujet important, l'a été bien entendu, puisqu'on sait, il a été ministre de l'Éducation assez longtemps. En tout cas, c'est ce qu'il martèle depuis des années. Il n'a pas fait d'annonce forte lors de son discours de politique générale. Est-ce que c'était surprenant selon vous ou assez attendu finalement ? Alors, on peut être surpris dans la mesure où il a nommé Elisabeth Borne numéro 2, ministre d'État, avec un ministère élargi, contrairement à ce qui était le cas depuis en tout cas le début du mandat de Macron. Alors, c'est une manière de se différencier aussi. Et on peut ne pas l'être dans le sens où un discours de politique générale, il faut parler un petit peu de tout. Donc, il y a quand même eu 2-3 mentions de toutes les questions autour de l'orientation et de l'école. Mais effectivement, il n'a pas développé à cette occasion.
Oui, alors effectivement, on sait qu'il est Premier ministre, hein, certes, mais sur l'éducation, il en a fait un sujet quand même essentiel. Aucune annonce faite sur le budget du ministère de l'Éducation, alors que c'était très attendu, ni sur les moyens, ni sur les 3 jours de carence, par exemple, ni aussi sur la revalorisation des salaires, quand on sait à quel point ça a été compliqué pour les enseignants depuis de nombreuses années. Ces points étaient quand même très attendus par la communauté éducative. Est-ce que vous pensez que c'était un choix délibéré ? Alors, là, c'est pareil. Il y a toujours les deux aspects. Choix délibéré en se disant, je place ces sujets qui sont hautement inflammables, il faut quand même le dire, où il y a énormément d'attentes et c'est bien normal, entre les mains d'Elisabeth Borne. Elle va lancer des concertations, elle va échanger avec la communauté éducative pour faire des propositions en vue du budget. Et puis, je pense que la visibilité qu'il a aujourd'hui sur le budget, elle est quand même assez limitée. Donc, dans une certaine mesure, il ne voulait pas s'avancer. Cela dit, on va peut-être en parler, il a annoncé aussi annuler la décision qui avait été prise, donc de supprimer 4000 postes d'enseignants. Et il l'a fait au Sénat et pas à l'Assemblée. Pourquoi ça ? Voilà. Alors, parce que je pense qu'il est en train de chercher aussi des soutiens. Alors peut-être que c'est plus facile pour lui d'aller les chercher du côté des sénateurs sur ce sujet-là. Après, il y a quand même quelque chose qui est important sur cette histoire des 4000 postes. Oui. C'est une annonce qui est quand même très symbolique de dire qu'on renonce à la suppression des 4000 postes. C'est ça. Oui. Alors, ça avait été annoncé, donc, comme vous le savez, par le précédent Premier ministre. C'est important en matière de symbolique. Pourquoi ? Parce que, certes, on fait face, et c'est une baisse démographique, voilà, c'est mathématique, on le sait. D'ailleurs, il y a déjà aujourd'hui à peu près 80 000 élèves dans le premier degré qui seront en moins à la rentrée 2025, et c'est à peu près 12 000 dans le second degré. Donc, factuellement, on peut se dire, il y a moins d'élèves, moins besoin d'enseignants. En revanche, on sait aussi, et c'est ça qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à des difficultés pour enseigner, des difficultés, une baisse de niveau. Donc, ce que demandent les enseignants, c'est profitons de cette baisse démographique pour conserver le même nombre d'enseignants, pour avoir de meilleures conditions et d'études et d'enseignement et relever le défi finalement de bien former la jeunesse. Il a même parlé effectivement d'une éventuelle corrélation entre effectifs et réussite. Oui, de toute façon, cette corrélation, elle est acceptée et démontrée par l'ensemble des professionnels et de la pédagogie et des enseignants. Et si on veut faire un rapprochement avec une décision qui a été prise il y a déjà 2 gouvernements, qui était de dédoubler aussi, enfin même 3, de dédoubler les classes de CP et de CE1. Et on voit déjà l'effet sur les jeunes sur les plus jeunes qui ont suivi dans des classes dédoublées, donc vraiment avec 10-15 élèves. Ils sont aujourd'hui plus avancés dans leur scolarité et ils réussissent mieux. Donc, essayons de faire sur d'autres niveaux de classe. Une phrase qui a évidemment marqué tous les esprits, l'école est le plus grand de nos échecs. C'est quand même très fort comme phrase concernant le niveau, notamment en lecture, en écriture des élèves français. Est-ce que c'est pour vous un aveu concernant les politiques passées surtout, ou une façon de marteler le fait que l'éducation sera bel et bien son grand chantier pour son mandat ? Alors lui, c'est vrai qu'il a été ministre de l'Éducation nationale il y a 30 ans. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit qu'il y a un petit jeu de chaises musicales. Un ancien ministre de l'Éducation nationale qui devient Premier ministre, une ancienne Première ministre qui devient ministre de l'Éducation nationale. Donc on sent quand même que l'enjeu, il est compris, il est important et il est intégré. Après, il a aussi évoqué quand même la question de l'orientation qui lui a été posée. Donc on sait qu'il y a un problème de niveau. On sait que l'orientation... On va y venir, ouais. Ah, bon alors on en parle après. Non, mais alors juste sur la question du niveau... On sait que le niveau, sur certains aspects, il est en baisse. Sur d'autres, il a pu augmenter. Enfin bon, il y a des variations. Donc de toute façon, on sait que c'est un enjeu pour les jeunes, pour les enseignants et aussi pour le pays d'une manière générale. Donc ne pas s'en saisir, ça serait de toute façon une erreur dans l'état où on sait que l'on est. Alors il a parlé effectivement des fondamentaux. On revient toujours à ça. Maîtrise de la lecture et de l'écriture, maîtrise des mathématiques, etc. Oui, mais aucune annonce vraiment valable, et notamment sur le choc des savoirs, il n'y est pas revenu. Et c'est vrai qu'on attendait vraiment un point précis. Non, il y avait une des mesures du choc des savoirs qui était, vous savez, les groupes de besoins. Oui. Et là, en fait, ce qui a été annoncé, c'est qu'on les conservera, pour la 5e et la 6e et la 5e. En revanche, 4e, 3e, on ne les déploiera pas.
parce que vous savez que ça devait être progressif. Ça a déjà été annoncé effectivement en amont du discours de politique générale. Donc il n'y avait pas d'annonce en fait sur ce sujet-là. La seule annonce, c'est qu'effectivement, on trouvera d'autres dispositifs pour accompagner les jeunes en 4e et 3e, alors notamment en renforçant, vous savez, le dispositif devoir fait. Mais 6e, 5e, en fait, ce qu'ils souhaitent faire aussi, c'est avoir un bilan et une évaluation de cette mesure. Et ce qui n'est pas totalement incohérent, quand on lance de nouvelles mesures, il faut quand même évaluer si elles fonctionnent avant de vouloir les déployer. Et on sait qu'il y avait quand même eu aussi une forte opposition dans les milieux éducatifs de mobiliser à la fois des personnes pour encadrer ces groupes de besoins et aussi la notion de classer finalement et de segmenter au sein de la classe les jeunes entre des groupes selon leur niveau. Parce que c'est stigmatisant et qu'on sait que dans un groupe classe, quand il y a aussi des personnes de différents niveaux, ça permet que ceux qui sont plus en avance ou plus à l'aise dans certaines matières puissent tirer les autres vers le haut, etc. Donc en fait, il y avait eu ce débat. Vous parlez de mobilisation pour les groupes de besoins, on parle de mobilisation générale et donc d'attractivité du métier pour les enseignants, dont on sait qu'elle est quand même mise à mal depuis de nombreuses années. Il manque des profs aujourd'hui dans les classes. L'attractivité n'est pas bonne. On voit qu'il y a de moins en moins de personnes qui se présentent au concours. Le Premier ministre a dit: nous savons tous que les postes mis au concours ne sont pas pourvus. Il y a un gros travail à faire sur l'attractivité. Mais l'attractivité, on sait, ce sont aussi les sous. C'est-à-dire que la revalorisation, effectivement, du personnel. Donc on se pose la question du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si oui, effectivement, on ne supprime pas les postes, on doit dédoubler les classes et qu'en même temps, l'attractivité n'est pas nouvelle, que va-t-il advenir? Alors déjà, ne pas supprimer les postes, c'est un premier point positif. On l'a dit, moins d'élèves, ça va permettre un encadrement plus large. Par contre, sur l'attractivité, il y a deux enjeux, il y a plein d'enjeux en fait. Il y a l'enjeu du salaire, donc là, ça va être qu'est-ce qu'on peut négocier et comment on va faire l'arbitrage au moment du budget, sachant qu'il y a déjà eu des augmentations de salaire ces dernières années, qui ont été les bienvenues, même si par beaucoup considérées comme insuffisantes. Il y a la question de l'attractivité aussi, qui est liée au sentiment et à la manière dont est perçu le métier, mais aussi à ce que véhicule la communauté éducative depuis, surtout depuis le Covid, parce que quand même, il y a eu beaucoup de réformes, des évolutions structurelles comme dans toute la société, et il y a une forme de désillusion, et en même temps, il y a une sorte de colère qui, à certains moments, est larvée, et d'autres moments, s'exprime énormément. Et moi, je suis quand même assez étonnée de... la capacité de résilience, 2, la force des convictions et des valeurs aussi de l'engagement de la communauté éducative qui finalement pense à ses élèves. Et jusqu'ici, on n'a pas eu un blocage majeur dans les classes. Donc, et quand on regarde vraiment dans le rétroviseur l'ensemble des réformes qui ont été lancées à marche rapide, ils ont été extrêmement bousculés. Donc aujourd'hui, il y a une colère un peu larvée, de la désillusion parmi les professionnels aujourd'hui, beaucoup de questionnements chez les jeunes qui voudraient s'orienter vers cette carrière. Et puis, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il y a aussi une réforme de la formation des enseignants qui était dans les cartons, qui doit se poursuivre. Donc, tout cela, en fait, doit continuer. Allons-y, puisqu'on est dessus. Il y a effectivement une réforme de la formation initiale et continue. C'est bien ça. Elisabeth Borne qui a annoncé dans le discours, justement, pendant le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale, elle-même, Elisabeth Borne, disait une grande consultation sur le temps scolaire va s'opérer et une des réformes les plus importantes, celle de la formation initiale et continue. Qu'est-ce qu'on va pouvoir sur le temps scolaire, ce qu'on peut se dire, c'est que... Alors, je commence par le temps scolaire. Oui. Sur le temps scolaire, elle dit on a 8 semaines de vacances. Ça fait à peu près 54 jours l'été. On pourrait réduire à 6 semaines. Parce qu'il y a une perdition effectivement du niveau des élèves. Elle dit pour les élèves qui sont en situation de fragilité, s'arrêter pendant de longues semaines, ils décrochent peut-être plus que d'autres en tout cas. Ou ils décrochent dans le mauvais sens du terme. En revanche, il y a 2 choses par rapport à ça. C'est que pour tous les gens, les chronobiologistes, etc., et puis l'ensemble aussi de la communauté éducative dit ce qui serait plus pertinent, ce serait de réorganiser les vacances, mais plutôt à l'échelle de l'année. Et le second point qui est quand même problématique, c'est qu'on l'a vu ces dernières années, on a été obligé de reporter par exemple le brevet pour cause de canicule. Donc rajouter 2 semaines de cours pendant l'été, alors qu'on sait qu'on est en réchauffement climatique et que le bâti scolaire est dans un état, pour beaucoup d'endroits, pas du tout adapté à des températures qui augmentent, est-ce que c'est raisonnable aussi? Donc sur les questions de rythme scolaire, je pense que l'approche quand même la plus intéressante, c'est quand même sur l'année. Peut-être voir différemment les choses.
Sur la formation initiale et continue. Il y avait des choses qui avaient été... alors, sur la formation initiale, il y a déjà eu des nouveautés avec des parcours post-bac et des masters et le parcours de master. On n'est peut-être pas obligé de rentrer dans le détail. Après, il y a la question aussi de l'accès aux différents concours. La question du statut, parce que ça c'est des questions un peu techniques, mais à quel moment on est déjà dans le statut d'enseignant au cours de ses études, à quel moment on passe le concours, est-ce qu'il faut des cursus différents pour le premier degré, le second degré, le premier degré disant non, on doit être en bac plus 5, parce qu'il y avait l'idée de faire un bac plus 3 pour les enseignants du premier degré. Mais qui s'appelle professeur des écoles maintenant. Il faut bien comprendre qu'en fait le débat aussi s'est beaucoup joué à partir du moment où on a commencé à engager des personnes dont on a dit qu'ils étaient des contractuels. Donc en fait ils étaient formés sur 4 jours par manque de professeurs. Et en fait c'est là où le débat a commencé. Je voudrais juste resituer pour ceux qui nous regardent. Parce qu'en fait la problématique de la formation, certes elle n'est pas suivie, mais il y a en plus cette problématique de vous nous demander de faire 5 ans d'études pour être peu payé, si je comprends bien la revendication, en tout cas pas assez, avec des conditions difficiles. Et de l'autre côté vous engagez des gens qui sont formés sur 4 jours. Et qui en plus, comme ils sont nouveaux, ont des salaires qui sont réévalués. Là, il y a deux problématiques par rapport à ces contractuels. C'est pas le même statut, donc sur le papier, ça n'est pas comparable. En revanche, on leur demande effectivement d'endosser des fonctions qui sont similaires. Donc là, par rapport au sentiment de dévalorisation de ceux qui sont titulaires, ça, on peut l'entendre. Après, sur les contractuels, il y a plusieurs... il y a des personnes qui ont déjà travaillé dans des milieux similaires, il y a des personnes en reconversion, etc. Alors, celles qui veulent réellement poursuivre la carrière, effectivement, la question de la formation continue et de la contractualisation et de devenir des enseignants à part entière, ça, c'est essentiel. Parce qu'effectivement, ce sera une voie de recrutement qui va être à exploiter pour l'ensemble pour le ministère et pour les rectorats. Puisqu'en fait, ça se passe dans chaque académie. Et en plus, on a eu des pratiques de recrutement de ces contractuels qui a été différentes selon les académies. Alors, 4 jours de formation, c'est arrivé dans certaines académies, au tout début, où effectivement, mais en fait, globalement, ils sont quand même formés et encadrés sur l'ensemble de l'année. Mais c'est sûr que quand on arrive le premier jour et qu'on a eu 4 jours de formation, c'est même assez ahurissant de se dire qu'on a face à des enfants et des élèves ce type de profil. Par contre, à mon avis, ils n'ont pas tous vocation à entrer aussi dans la carrière, on va dire. Parlons, il y a tellement de sujets, on va aborder chacun des sujets si vous le voulez bien. Évidemment, pour revenir au niveau des élèves de l'école elle-même, il a été très clair sur la généralisation de la pause numérique et de la lutte contre les écrans. C'est une bonne chose, selon vous ? Alors, c'est une bonne chose, oui. Moi, je dirais qu'on formalise quelque chose qu'aujourd'hui, on sait tous dans nos sociétés, dans le monde entier. Il y a des effets délétères d'un usage problématique des écrans et notamment des réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pause numérique, quand elle a été mise en place, elle est testée et au collège aujourd'hui, elle est acceptée par les élèves parce qu'eux-mêmes sont conscients que c'est problématique. La durée... c'est un indicateur, mais en fait, la dépendance des écrans, ils se sentent parfois piégés aussi par ça. Il y a des violences qui s'exercent aussi sur les réseaux sociaux. Ils ont aussi une conscience beaucoup plus aiguë que ce qu'on pense de messages ou en tout cas d'informations. Ils ne font pas confiance réellement, en fait, à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Parce qu'on dit souvent... il y a toute une génération finalement qui s'informe via les réseaux sociaux et qui ils peuvent être influencés dans le doute. Ils peuvent être influencés, mais en fait ils ont beaucoup de doutes eux-mêmes. Après, il y a une chose aussi qui est claire, c'est que on va en cours pour suivre un cours, pas pour être sur son téléphone. Donc déjà, rien que sanctuariser dans la classe l'usage. Et ensuite, là où il y a beaucoup de consommation, c'est dans l'interclasse et au moment de déjeuner. Donc après, il y a ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Et là, justement, c'est un coup de pouce vers la lecture. Alors, c'est ce qui a aussi a été mentionné. On décroche des écrans pour plus lire. Alors, il y a quand même une chose, c'est qu'il ne faut pas totalement dire que les écrans, ce n'est pas de la lecture. Parce qu'en fait... sur les écrans, on va aussi sur Internet, on fait des recherches, etc. Donc on lit beaucoup, mais on lit d'une autre manière. On se documente en fait. Donc, mais bien entendu, sur les réseaux sociaux, on lit pas forcément.
Après, on peut cliquer sur des articles. C'est pas le numérique qui est remis en cause, bien au contraire. En fait, il faut que ce soit complémentaire. Voilà. C'est l'utilisation intelligente du numérique, bien entendu. Ça. Et évidemment, ici, on est pour aussi. C'est juste la façon dont les élèves sont orientés par l'influence des réseaux sociaux, le côté néfaste, bien sûr, le harcèlement dont on a parlé beaucoup sur ce plateau et autres. Je poursuis avec les inégalités, qui est aussi un énorme sujet, très gros sujet, beaucoup de questionnements par rapport à ça, ici sur ce plateau, ailleurs, bien entendu. Je vais citer à nouveau le Premier ministre. Oui. Ce que je trouve regrettable dans notre système éducatif, c'est que très tôt, les choses se jouent, trop tôt pour ceux qui n'appartiennent pas aux milieux les plus favorisés. Donc en fait, on se rend bien compte que là, le Premier ministre formalise une école qui est clairement inégalitaire, où nous n'avons pas les mêmes chances de réussite et d'apprentissage en fonction du lieu et de la famille dans laquelle on est né. Mais là, en fait, il reformalise quelque chose qu'on sait tous, mais c'est toujours bien quand c'est un Premier ministre qui le dit, ça veut dire que c'est une préoccupation. Il y a les deux aspects. Il y a les aspects de réussite formelle au plan scolaire et ensuite académique, et il y a l'aspect de l'orientation. Parce que l'orientation aussi est intimement liée à des questions socio-culturelles, socio-économiques. Il faut aussi dire les choses. Tout le monde ne peut pas se payer des études. Et donc, en fait, l'enjeu, là, il est de donner une égalité des chances par le premier service public de France, qui est l'éducation nationale, et aussi de donner tous les outils à chacun individuellement en dehors de la sphère éducative pour pouvoir, 1, réussir ses études, 2, bien s'orienter. Comment on va faire ça ? C'est toujours la même question. Alors, première réponse, peut-être que ces 4000 postes qu'on ne supprime pas vont permettre de réduire le nombre d'élèves par classe, donc un accompagnement plus individualisé, etc. C'est surtout l'orientation peut-être trop tôt. Sur la question de l'orientation, alors, il y a deux choses. Lui, il a estimé, et effectivement, c'est un mouvement avec la réforme du bac notamment, et puis tous les parcours aussi qui ont été mis en place, parcours avenir, découverte des métiers, etc. au collège. En fait, ouvrir les possibles le plus tôt possible, justement, pour commencer à engager une réflexion, parce que c'est une démarche. On ne décide pas le jour où on ouvre Parcoursup de s'orienter. Donc ça, c'est le côté très positif. Le côté de se dire, et c'est ça qu'il a souligné, le côté de se dire je dois faire des choix précoces, ça c'est une anxiété supplémentaire pour les jeunes, dans le sens où ils se disent ça me ferme des portes et tout de suite on me demande de me positionner, alors que moi je ne suis peut-être pas justement encore déterminée sur un sujet ou un autre. Oui, excusez-moi, mais il ne nous reste plus qu'une minute. Oui. Il annonce aussi la poursuite de la réforme de l'enseignement professionnel. Et pourtant, ça a été complètement rejeté par la communauté éducative et par tous les syndicats. Donc, en fait, il y a à la fois, si vous voulez, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une volonté de redire à quel point les inégalités sont là, elles sont marquées, que l'orientation est primordiale. Et pour autant, là, on va laisser le lycée pro avec cette image qui n'est pas la réalité de ce qu'est le lycée pro. Alors, c'est vrai que la réforme du lycée pro, elle a aussi, vous savez, cette double orientation possible en terminale, en se disant soit j'entre dans la vie active, soit je poursuis des études. Professionnalisation. Voilà. Professionnalisation, voilà, c'est ça. Et cet aspect-là, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en sortant du lycée pro, font un choix ou l'autre. Donc, les accompagner mieux à ce moment-là, c'est le côté positif. En revanche, là encore, on leur demande de choisir très tôt. Sur l'image du lycée professionnel, ou en tout cas de la voie professionnelle, le développement de l'apprentissage a quand même redoré aussi cet aspect-là. Et puis le fait qu'on ait beaucoup insisté aussi, et ça c'est peut-être quelque chose qu'il va poursuivre, sur l'orientation aussi, pour certains, en réfléchissant à un métier, ce côté professionnalisant avec une vocation très concrète de métier ou d'activité professionnelle, ça redonne aussi quand même des lettres de noblesse. Oui, mais c'est justement ce qu'on a reproché, ce que beaucoup leur reprochent, ont reproché surtout à Emmanuel Macron, parce que ça, on voit que c'est le tampon Emmanuel Macron derrière sur la professionnalisation, effectivement, des études secondaires et des études aussi du lycée. Un dernier petit mot sur Parcoursup, puisque ça va avec. Reste une question pour lui, mais ce qu'a démenti, en revanche, derrière le ministre de l'Enseignement supérieur, en disant que non, c'était maintenu. Enfin, pour lui, il dit clairement que ça reste quand même une question. Alors, il dit que c'est une question, parce qu'effectivement... Là, c'est la 8e année, donc, et en fait, clairement, la plateforme, elle s'est améliorée. Mais il y a toujours des questions qui se posent autour de son fonctionnement et autour du fait que, est-ce que réellement, on a des chances
et de l'égalité des chances via une plateforme pour s'orienter. Donc je pense que c'était ça qu'il a voulu dire. En revanche, remettre en cause la plateforme et la reconstruire de A à Z, c'est un chantier, à mon avis, qui est énorme. Donc il ouvre la question. De l'évolution. De l'évolution. Est-ce que ce sera autre chose ou est-ce qu'on peut reformater différemment, faire des choses différemment sur la même plateforme? Tout dépend de l'ampleur du chantier qui sera prêt à engager. Et là, sur ce thème-là, il ne faut quand même pas oublier que la concertation sur l'orientation qui a été initiée par Barnier se poursuit et qu'on aurait probablement des résultats au mois de mars. Donc, en fonction de ces résultats-là, peut-être que ça aura une incidence aussi sur Parcoursup. Merci beaucoup, Ariane Ferry, pour toutes vos lumières, pour cet éclaircissement très intéressant. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction du journal, du magazine L'Étudiant. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. On va marquer une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Jean-Baptiste Drouot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes auteur-illustrateur, en l'occurrence là, illustrateur de ce livre « Les créatures mythologiques qui existent vraiment », avec Stéphane Nicollet, qui est également l'auteur donc de ce magnifique album paru aux éditions Little Urban. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous êtes auteur de celui-ci, aussi illustrateur dans la vie, donc vous avez multiples talents tous les deux. On va parler effectivement des créatures mythologiques, alors qui existent vraiment, c'est là où c'est fantastique, parce que c'est en réponse déjà peut-être, et je vais m'adresser à Stéphane Nicollet, à des albums précédents, non? Sur des titres où on se posait la question, des animaux. Oui, c'est ça. Déjà, avec Jean-Baptiste, on avait fait un album qui s'appelait « Les animaux qui existent peut-être ». Donc, c'était une encyclopédie animalière avec des animaux que certains prétendent inventer, mais nous, on prétend le contraire, qu'ils existent vraiment. Voilà, tout est basé sur le doute, mais ça respecte tous les codes du genre de l'encyclopédie. Et là, on a commis la même chose, mais à propos de mythologie. Alors c'est ça, alors effectivement tout est sur le doute et beaucoup sur l'humour quand même. Dès les premières lignes, même la préface, j'ai eu un fou rire. Ça a commencé d'office. Ensuite, sur la table des matières, alors le problème c'est que c'est phonétiquement très drôle. Est-ce que je peux le dire ou pas, Jean-Baptiste Drouot qui est en plateau avec moi? Comment est-ce qu'on peut, peut-être je vous le montre, regardez. Si on peut faire un gros plan, Théo, s'il te plaît, est-ce que tu peux réussir à me faire, qui est donc le réalisateur de l'émission, à faire un gros plan magnifique sur cette table des matières? Ça commence donc par les primitifs, puis la triade des casse-pieds, ensuite les ça va, les sans mêlés, les pas cool, les trop choux, parce qu'il y a le ton qui va avec, on est d'accord, hein, oui. Les gros mythos et les après. Vous vous doutez que je vais choisir forcément les gros mythos pour démarrer. Obligatoirement. Non, parce qu'il faut y aller, quoi. Tout se passe sur ces planches qu'on va retrouver, qui sont absolument géniales. Déjà, peut-être avant de commencer par les gros mythos, comment vous est venue clairement cette idée, quoi? J'ai compris les animaux qui n'existent pas vraiment et qui existent en fait selon vous, mais sur la mythologie. Et la mythologie, c'était pas le premier choix qu'on avait, c'était le deuxième choix. Et comme le premier choix a été abandonné, on s'est dit que la mythologie, c'était quand même bien. Ça permettait de raconter énormément d'âneries. Et je ne sais plus pourquoi on a fait exactement ça, mais c'était un peu une évidence. Après le premier choix, on s'est dit, mais ça, c'est une évidence, et on l'a fait. Mais Stéphane, ça part de quoi? Il y a quand même quelque chose, au fond, qui vient aussi peut-être de l'adolescence, des premières BD sur la mythologie. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose, Donjons et Dragons, enfin, quelque chose. Pour être tout à fait honnête, en fait, la première idée, c'était Jean-Baptiste qui l'a eu. Il voulait faire un album peut-être sur les super-héros méconnus. Et je me suis dit, comme j'ai l'esprit de contradiction, je lui ai dit, en fait, les super-héros, c'est un peu des dieux. Donc, on n'a qu'à carrément faire un livre de mythologie. Et on invente tout. Et voilà, c'est comme ça que l'idée est née, en fait. Mais son idée était bien aussi. Hein. D'ailleurs, on ne désespère pas de la faire. Alors évidemment, quand on parle de mythologie, on repart un peu en arrière, a priori. Hein. On va des siècles et des siècles avant. Et puis avant, et ça commence comme ça, au début du début, il n'y avait rien, sinon le néant. Et c'était assez nul. Puis Walou s'éveilla.
Et ça commence avec les esprits primitifs. Et voici Walou. Oui. Walou. Je crois que c'est la meilleure phrase du livre. D'ailleurs, on aurait dû s'arrêter là. Après, c'est presque décevant, quoi. La phrase du début est tellement magnifique. Non, mais c'est pas... Walou s'éveilla, point, terminé. Et Walou s'éveilla, point. Non, mais c'est justement pas décevant du tout. C'est-à-dire qu'on ne fait que rire à chaque fois. Donc on a le dieu Walou, on peut appeler ça comme ça, le dieu Walou, ou la créature mythologique Walou, qui est représentée par un ananas. Pourquoi l'ananas? Alors, je sais pas si on a vraiment regardé le texte, mais à une époque de la conception de ce livre, j'avais dessiné un ananas. Et en fait, ce qui est drôle, c'est le texte de Stéphane, et c'était pas mon ananas, c'est qu'il s'est dit on va commencer par un dieu qui est le tout et le rien, le haut et le bas, enfin tout et son contraire. Et dit comme c'est très difficile à dessiner, on a laissé l'illustrateur dessiner un ananas avec des pieds. Voilà. Mais l'illustrateur, c'est vous, non? Bah oui. D'accord, donc en fait, c'est Alain Delon, une troisième personne. Exactement. D'accord, très bien, j'adore le concept. Voilà. Et donc, il vous a plu de dessiner cet ananas? Oui. Non, mais il y a un truc à comprendre aussi, pour dévoiler un peu la cuisine, c'est qu'on ne fait pas comme les autres livres, parce qu'on est complètement différents, puisqu'on est quand même un peu formidable, comme des Alain Delon, on peut le dire. Enfin, surtout lui. Et c'est que je fais les dessins, et ensuite il fait le texte. En général, c'est l'inverse. Vous avez votre texte et vous illustrez. Et là, comme on a l'esprit de contradiction, on fait l'inverse. Donc j'avais déjà dessiné l'ananas. C'est à lui de trouver la blague avec l'ananas. Pour ceux qui nous regardent, il faut quand même comprendre ce qu'ils vont pouvoir lire, regarder et sur lesquels ils vont pouvoir s'émerveiller. Walou, cette ananas, donc, cette créature Walou qui veut donc dire rien, qui est devenu presque un langage commun. Donc il n'y a rien ici, toujours rien là, là non plus. Là c'est un vide intégral, le néant total. Pas de genre ni de sexe, mine de rien, toujours pas de sexe, etc., bande obsédée. Et en fait, à ce texte merveilleux qui continue, mais vraiment, racontez-nous d'où ça part, en fait, l'idée de Walou, et effectivement de ce up and down, donc la créature up ensuite, et down derrière. Parce que là, ça paraît complètement abscon, votre histoire. Ça lui répond. Je pense que comme dans toutes les mythologies, on part du chaos et après c'est la création. À peu près toutes les mythologies. J'ai pas révisé intégralement, mais quand même j'ai essayé de respecter les règles du genre. Donc on part du rien, Walou, et après ça laisse le champ libre. Tout ce vide laisse le champ libre pour inventer tout un tas de dieux et de créatures mythologiques. Ils sont pas beaucoup plus farfelus que celles qui existent déjà en Grèce et en Inde et ailleurs, finalement. Oui, alors c'est un petit peu ça quand même. Le message, c'est finalement, ils ne sont pas bien plus farfelus que ceux qui existent en général dans la société. C'est ce que vous voulez quand même exprimer, peut-être. Sauf que les nôtres, ils sont vrais parce qu'ils sont antécédents. Donc les autres ont tous copié. Voilà, c'est ça la différence. D'accord, donc c'est pas de leur faute finalement, les autres. Non. C'est ça, exactement. Alors, le fameux dieu Walou décida un jour d'enfanter donc deux autres esprits primitifs dont je viens de parler, Up, le dieu donc du haut, et Daoun, le dieu du bas. Donc pour up and down, on l'a compris, enfin j'espère. Donc le néant étant toujours super vide, mais au moins ça lui faisait un peu de compagnie. Ça veut dire que on est dans le néant, c'est ce que vous ressentez clairement quand vous êtes dessiné la première fois un ananas, puis après cette sorte de méduse, enfin je ne sais pas comment l'exprimer, ce que c'est après, ce petit monstre derrière, c'est ce néant que vous vivez. Moi c'est le néant, je le vis tous les jours, mais depuis que j'ai rencontré Steph, ça va un peu mieux. Ok. C'est un autre genre de néant. Non, mais en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi je dessine ça, je ne sais pas du tout ce que ça va être, et c'est lui qui fait le texte. Donc en fait, il faut reconnaître à Stéphane qui a beaucoup de qualité, surtout celle-là, d'arriver à faire quelque chose de drôle à partir d'un dessin qu'il lui a imposé. Mais quand vous dites que vous ne savez pas ce qu'il va faire, vous avez quand même l'idée. Il va mettre une connerie, ça c'est sûr. Ça c'est certain, on a compris votre duo. Mais enfin,
ce que vous proposez quand même, invincible au concours de château de sable, puissance terre-mer, il est à moitié divin, moitié pas divin. Donc là, en l'occurrence, il est 100% divin. Il est plutôt déesse du bas, donc elle est déesse du bas, c'est Daoun. Fourrure mimétique, souvent contrariée, binette divine, beaucoup de dents, doigts pointus à fort coefficient. On se dit, non mais attendez, ok, je comprends qu'il n'y a peut-être pas de message au départ, mais vous êtes sur une idée de mythologie, donc il y a quand même le point de l'illustration aussi, c'est vous qui démarrez. Vous vous dites qu'il y a un chemin qui va s'opérer dans la progression. Là, on a fait quelques petits retours, mais globalement, j'ai fait à peu près ce que j'ai voulu. Donc c'est vraiment, là, le crabe, là, je dessine un crabe. J'avais envie de dessiner un crabe, donc j'ai dessiné un crabe, au final. Donc c'était à lui de trouver quelque chose de drôle. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est faire, par exemple, un type sur un escargot, en me disant, tiens, allez, mon coco, débrouille-toi avec ça. Et donc, mon coco, du coup, Stéphane Nicolet, comment vous avez fait pour vous débrouiller avec le fameux escargot, qui est donc dans le chapitre Gromito, qui m'a tout de suite, évidemment, parlé. Nina Mrad, racontez-moi. C'est pas ça, c'est Nina Mrad, non? Si, Nina Mrad, si, ça. Vous avez pris le meilleur titre, en plus, c'est bien. Je vous laisse deviner. Allez-y, je vous en prie, Stéphane. Écoutez, je vous laisserai le dire à l'envers et vous vous rendrez compte toute seule du subterfuge. Après, je ne sais pas si on peut le dire sur un plateau de télé. Mais on peut tout dire. Vous savez, l'avantage, enfin en étant assez chic, mais l'avantage, c'est qu'on peut parler de tout. Il faut pouvoir comprendre le rapport entre les gros mythos et Nina Mrad. Alors, vous savez, quand on fait de la musique et la religion, il y a toujours des imposteurs, bien sûr, des faux prophètes et ce genre de tristes personnages. Et ça, bien sûr, ils sont tous représentés dans ce chapitre. Voilà. D'accord, ok. On a Believe qui est là, et puis Moudini aussi. Enfin, c'est complètement... c'est génial. Et puis IA. IA, c'est aussi énorme. Alors IA est la seule à avoir une réelle ascendance divine, doublée de véritables pouvoirs. Toutefois, ces derniers étaient complètement inutiles aux sapiens d'antan, et etc., etc. Pareil, IA, elle sort d'où, en fait? On peut peut-être quand même juste, au moins, parler d'un personnage en particulier. Je comprends que c'est difficile pour vous, mais il faut que ce soit quand même assez clair pour ceux qui nous regardent de l'intérêt de cette interview. Alors Ia, c'est une vraie déesse. Effectivement, elle est de substance divine. Par contre, elle est anachronique puisque c'est une déesse plutôt actuelle, vu que c'est l'intelligence artificielle et qu'à l'époque des Cro-Magnons, ça servait pas à grand-chose, quoi. Donc la pauvre, c'est une déesse qui remonte à il y a 50 000 ans, mais elle sert pas à grand-chose à cette époque-là, quoi. À cette époque-là, c'est dommage, quoi. C'est pas de bol. Toujours est-il qu'à l'époque, je cite, il n'était pas rare de croiser un hominidé, alors déjà je ne suis pas sûre que tout le monde sache, occupé à taper sur une grosse pierre en psalmodiant tic-toc, tic-toc dans le soleil du soir, embrassant le crépuscule. Tout est incroyable, c'est-à-dire que aussi bien, je sais que cette interview paraît complètement lunaire, mais... C'est notre première, madame, il ne faut pas nous en vouloir. Je vous en prie, monsieur. Mais tout est absolument remarquable, à la fois dans le dessin et dans les textes. Évidemment, prête à sourire, aussi, bien sûr, à réfléchir, parce que vous faites les malins et les mecs hyper simples, etc. Mais quand même, tout est extrêmement pensé sur l'idée de l'époque que l'on vit. Non, pas faux? Je me trompe? J'ai tapé dans le micro. Alors, non, c'est juste pour rendre... hommage à notre éditeur et éditrice, les deux, qui sont très, très pointilleux et qui font super bien leur boulot. S'ils n'avaient pas été là, je pense que le livre aurait été encore plus bordélique et beaucoup moins précis. Donc c'est aussi grâce à eux qui font 1 milliard de relectures, qui pensent tout, qu'on en est là. Et on peut quand même leur rendre hommage un peu, non? Ah mais bien sûr, évidemment. En quoi ils vous ont aidé ou poussé dans la façon de peut-être proposer ce projet? Alors le premier projet, ce qu'on a fait avec eux, c'était un rachat. Donc c'était pas avec eux justement qu'on l'a fait. Ils ont racheté le projet au Québec. On l'avait fait au Québec. C'était une autre éditrice qui l'avait fait. Et le deuxième, finalement, on l'a fait avec eux pour des raisons... c'était plus pratique. Et comme ils suivent très bien vraiment le projet, on sent, en fait, c'est presque comme un wagon sur des rails, quoi.
Des réponses à des questions existentielles, c'est ce qu'on peut se dire ça, c'est ce qu'on peut trouver dans cet album, Stéphane Nicollet? Oui, bien sûr, ça sert à ça. La religion et la mythologie, c'est à trouver des réponses aux questions que l'humain se pose depuis la nuit des temps. C'est pourquoi le soleil se lève, je ne sais pas quoi d'autre, pourquoi les papillons de nuit sortent la nuit alors qu'ils vont toujours vers la lumière. Enfin, il y a plein de questions comme ça qu'on se pose et c'est grâce à la mythologie qu'on a les réponses. Mais c'est une vraie question en plus, pourquoi les papillons ils vont vers la lumière la nuit? Oui. On apprend des choses, on dirait pas avec ce type-là. Hein. Alors, on ne les apprend pas comme ça. Effectivement, là, c'est la question qui est posée. En revanche, si vous lisez l'album, vous pouvez peut-être apprendre plein de choses. Il y a plein de trucs à apprendre dans l'album. Vous êtes parfaits, en tout cas, tous les deux. Merci à vous. On peut revenir. Hein. On va essayer d'en faire un troisième. Mais restez avec moi. Ah bah non. Ça va être compliqué. Jean-Baptiste Drouot, illustrateur et aussi auteur sur d'autres projets. Stéphane Nicollet, auteur sur celui-ci, mais aussi illustrateur sur d'autres projets. Pour les créatures mythologiques qui existent vraiment, paru aux éditions Little Urban. Merci à vous d'avoir participé au Grand JT. On va tous retrouver Adrien pour sa chronique. Aujourd'hui, Adrien, vous êtes intéressé à ce nouveau phénomène sur les réseaux sociaux, encore un autre, ces nombreux médecins qui se lancent dans la création de contenu. Oui, absolument, oui, pas de question d'avoir un code de promotion sur un produit contre le mal de tête ou de la publicité pour des objets connectés contre des maladies. Non, là, on a affaire à des médecins qui proposent un vrai contenu scientifique. La semaine dernière, par exemple, l'association Ruban Rose organisait sa 21e cérémonie de remise de prix pour les projets les plus innovants en matière de lutte contre le cancer du sein. L'occasion pour de French radiologistes de faire quelques rappels. Déjà, dès 25 ans, il est recommandé de faire un examen clinique annuel des seins par un professionnel de santé, par exemple avec votre médecin traitant, votre sage-femme ou votre gynécologue. Vous pouvez, vous aussi, observer régulièrement vos seins à l'aide des gestes d'autopalpation pour repérer tout changement. Cela ne remplace pas la surveillance annuelle faite par un professionnel de santé. Entre 50 et 74 ans, là, c'est le dépistage organisé tous les 2 ans. Vous recevrez une invitation de la Caisse nationale d'assurance maladie par courrier, email ou SMS. En France, la mammographie est prise en charge à 100%, donc elle est totalement remboursée. Ne la négligez pas. Après 74 ans, le dépistage se fait au cas par cas. Discutez-en avec votre professionnel de santé pour évaluer ce qui est le mieux pour vous. À tout âge, une surveillance adaptée est à discuter avec votre médecin. Il évaluera vos antécédents personnels, familiaux et vos habitudes de vie. Vous l'avez bien compris, restez attentive aux changements. Voilà, The French Radiologist, c'est le docteur Sophie-Hélène Zaimi, chef de clinique en imagerie médicale à l'hôpital Cochin à Paris, suivi par plus de 140 000 personnes sur Instagram, avec des vidéos informatiques, donc on l'a vu, mais aussi des vidéos un peu plus poussées. 2 cas d'urgence que tu peux voir au scanner. Donc voici un scanner sans injection en coupe coronale. Donc on voit le foie, on voit un bout de côlon, on voit même l'appendice sur cette coupe et la rate. Et qu'est-ce qu'on voit d'anormal? Eh bien, c'est sur le rein gauche. On voit qu'il est augmenté de volume, qu'il y a une infiltration de la graisse périphérique et surtout une dilatation des cavités calicielles et de l'urtère proximale en amont d'un petit calcul qui est obstructif. Et donc, c'est la colique néphrétique typique avec un calcul qui est coincé dans l'urtère au niveau du flanc. Voici maintenant un patient qui vient aux urgences pour des diarrhées fébriles. On lui fait un scanner injecté au temportal, abdominopelvien. On a une coupe dans le plan axial. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc on a un bout de foie là, on a l'aorte, on a un peu de tube digestif et les reins. Et qu'est-ce qu'on voit sur son tube digestif? Justement, qu'il n'est pas normal, son côlon, il est épaissi, la paroi du côlon est épaissie de façon diffuse, en tout cas sur cette coupe. Et en fait, il y a un œdème sous-muqueux et une hyperémie de la muqueuse, et donc cela signe une colite. Voilà, on voit des maladies effectivement expliquées, mais surtout vulgarisées afin que tout le monde comprenne. C'est l'objectif de tous les médecins qui se lancent sur les réseaux, vulgariser au maximum. C'est le cas d'Ilias Zouri, plus connu sous le nom de Dr Isa sur les réseaux sociaux. 1,8 million d'abonnés TikTok. Son métier, anatomo-pathologiste. Et même au sein de la profession médicale, on n'est pas, enfin voilà, les gens savent pas trop ce qu'on fait exactement. On n'est pas beaucoup en France, on est environ 1800 à la patte. Ok.
Mais c'est une spécialité qui est indispensable. Donc on fait les diagnostics. Il n'y a pas un diagnostic de cancer qui se fait sans anapathe. Okay. Et comme on est en contact directement des prélèvements humains, des organes, on comprend vraiment la maladie, la physiopathologie. Et je me suis dit que qu'on avait un peu le rôle parfait pour pouvoir expliquer la pathologie au grand public. Ouais. Donc c'était dans ce but-là, et c'était aussi dans le but de faire connaître ma spécialité. Et j'ai commencé à faire les vidéos. Et sur TikTok, les vidéos du docteur Isa sont encore plus crues que celles de The French Radiologist. On a parlé du cancer du sein. On passe maintenant au cancer des poumons. Anatomopathologiste oblige, avec des organes à l'appui. Quand Dr Isa dit « je vais vous montrer quelque chose », vous le savez, vaut mieux quitter la vidéo. Pour ceux qui ont décidé de rester, vous allez peut-être gagner énormément d'années de vie supplémentaires. Conseil numéro 2, je vous ai dit « arrêtez de fumer ». Alors regardez bien, ça c'est un poumon humain qui a été retiré d'un homme parce que son poumon était malade. Pourquoi son poumon était malade? Eh bien ça on va le comprendre tout de suite parce que je vais le trancher, c'est-à-dire que je vais le couper en deux. Et là regardez, je tranche le poumon et à l'intérieur, vous pouvez voir cette boule blanche. Eh bien cette boule blanche, c'est une tumeur, c'est un cancer du poumon, et ce cancer du poumon, vous voyez là, il mesure quelques centimètres. Dans ce cas-là, il était localisé, il n'y avait pas de cancer ailleurs, donc on a réussi à guérir la personne. Mais bon, la personne a quand même une partie de poumon en moins. Et vous le savez, ce cancer est principalement dû à la consommation de tabac. Alors franchement, arrêtez de fumer. Derrière ces preuves et toutes ces démonstrations de professionnels de santé, il y a aussi une autre volonté, lutter contre la désinformation, les fake news qui touchent aussi le monde médical. Prenez la pandémie de Covid-19 et les dizaines, centaines de fausses informations qui ont circulé chaque jour de la part de scientifiques, mais aussi de la part de Monsieur Tout-le-Monde. Alors comment on fait pour démêler le vrai du faux? J'y arrive même pas. Eh bien, il faut se tourner vers YouTube. Depuis 2022, la plateforme a mis en place un principe de labellisation sur certaines de ses vidéos. L'objectif, c'est de permettre aux internautes de repérer les sources médicales, distinguer ce qui est un contenu scientifique vérifié d'un autre qui n'est pas forcément vrai. Et depuis ce 16 janvier 2025, YouTube va même encore plus loin. L'Ordre des médecins est désormais partenaire du réseau social et une charte de bonnes pratiques a été mise en place pour les professionnels qui souhaitent s'adresser à des publics en ligne. 10 principes pour une information médicale fiable et dans le respect des obligations qui s'imposent déjà aux médecins. Parmi elles, l'utilisation du pseudonyme docteur seulement si le professionnel en possède effectivement le titre, pas de moyens payants pour être mieux référencé ou aucune promotion de sa propre activité ou tout autre produit, ou encore un contenu daté et bien sourcé. Il faut l'inverse d'Instagram ou Facebook. Enfin, ouais. C'est un autre sujet. D'accord. Très bien. Alors, une charte donc, qui a mis du temps à arriver, alors que ça paraissait effectivement essentiel. Et dans le monde médical, comment c'est perçu, justement, ces nouveaux médecins qui sont connectés? Alors déjà, il ne faut surtout pas les appeler influenceurs. Un mot qui est presque devenu une insulte pour certains créateurs de contenu. Et les médecins n'y dérogent pas. Je m'accorde un petit temps par semaine pour la création de contenu. Mais ça ne veut pas dire que je suis influenceuse. Je reste docteur avant tout, nous explique Dr Nawel 2.0. Et si s'ouvrir aux réseaux sociaux, c'est une manière d'informer mieux, d'informer plus large. Ce n'est pas forcément une chose facile. Sophie-Hélène Zaimi ou de French Radiologist pour ses abonnés rappelle que la première barrière, c'est nous-mêmes. On se demande beaucoup ce que les gens vont penser de nous, surtout au niveau professionnel. Et puis avant d'être diplômé, je ne me sentais pas légitime pour faire de l'information médicale sur les réseaux. Une légitimité pas facile à obtenir dans le métier donc, mais aussi sur les réseaux sociaux et une activité qui prend pas mal de temps, du temps qui n'est pas forcément consacré aux patients, car derrière une vidéo d'1 minute, il y a évidemment plus d'1 minute de travail, c'est 1 heure de montage, des heures de recherche, le tournage, la gestion des commentaires. Et puis je ne peux pas déléguer le montage car il faut avoir un minimum de connaissances médicales pour le réaliser. Des praticiens qui l'affirment tous, ils restent médecins avant d'être créateurs de contenu. Alors on connaissait déjà Michel Simès ou encore plus récemment Jimmy Mohamed. Désormais ils sont beaucoup plus nombreux et si ça sert la parole médicale, c'est bénéfique à tout le monde. Merci beaucoup Adrien. Ensuite on va retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Vous héritez d'un monument, le J'attends un enfant de votre grand-mère Laurence, livre qui avait vu le jour en 1956. Racontez-nous l'épopée de J'attends un enfant. Eh bien, c'est une très belle histoire. En fait, ma grand-mère est tombée enceinte de mon papa en 53, puisqu'il est né en 54. Et tout simplement, elle est tombée enceinte et elle s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps ?» Et elle a eu envie d'avoir des informations. En fait, elle a cherché un livre. Il n'y en avait pas, tout simplement.
Et comme elle était journaliste. Exactement. Elle a fait son métier de journaliste. Elle est allée chercher l'information, elle est allée chercher les médecins, toutes les personnes qui avaient l'information et qui étaient d'accord pour lui donner. Et donc, elle l'a recueillie et puis elle en a fait un livre parce qu'elle s'est dit, si moi j'ai ce besoin, je suis probablement pas la seule. Et donc, probablement, je vais répondre à un besoin. Et ça a été le cas. Et ça a été la première édition. Et puis, les choses évoluent. Donc, il a fallu réactualiser. Et de réactualisation en réactualisation, on arrive à ces 2 versions que vous avez réactualisées. Vous, évidemment, ces livres, ils se sont imposés par le sérieux de leur contenu. Vous venez de le dire, vous mettez en œuvre des moyens journalistiques, mais aussi, je crois, à travers l'attention qu'elle portait et que vous avez portée aussi aux lectrices et aux demandes des femmes. Oui, tout à fait. Alors moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance. J'étais très proche de ma grand-mère et elle me racontait beaucoup son métier. Et puis, il n'y avait pas besoin qu'elle me raconte, je la voyais. C'était une force de travail et une passionnée. Donc, elle était vraiment... elle passait beaucoup de temps à son bureau. Et elle passait notamment beaucoup de temps à lire et à répondre aux courriers des lectrices. Et je me souviens des piles de courriers, parce qu'à l'époque, c'était des piles de courriers papier. Et elle m'en parlait beaucoup parce que c'était très important pour elle. Ce contact avec ses lectrices, leur retour, et puis ça lui permettait de sentir précisément quelles étaient les questions. Les tendances, les questions. Oui. Contestation depuis fort longtemps maintenant dans les départements et dans les régions d'outre-mer. Cette fois-ci, il y a eu un rassemblement à Paris, et j'ai envie de dire, cette fois-ci, il y a eu du monde tous en rouge. Il y a quelque chose de différent cette fois-ci. Il y a une prise de conscience. J'ai l'impression qu'on le dit souvent, mais il y a un truc de différent là. Oui, parce que l'époque est à cela, parce qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui est bien plus informée, bien plus éduquée, bien plus politisée, et qui n'accepte plus les inégalités de traitement. Mais c'est pas nouveau, les parents ne les acceptaient pas. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé, mais les parents ne l'acceptaient pas. Mais on en revient encore à des comportements dus aux mentalités d'une période. Puis il s'agissait de s'intégrer avant tout, quoi. Oui, mais c'est ça. Et puis d'élever ses enfants. Il y a des combats qu'on peut mener à un moment donné. Et on sait que nos enfants mèneront un autre combat, pourront mener un autre combat. Et je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, cette jeunesse-là, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus rien. Il y a eu beaucoup de monde le premier dimanche, il y a eu plus de monde encore le second. Et je pense que la mobilisation est très forte. C'est vrai, je l'ai dit en introduction, les parents et les adolescents évoluent dans un monde numérique depuis plusieurs années, plusieurs décennies même, avec forcément des usages très différents. Pourtant, c'est maintenant qu'Info Jeunes France, que vous représentez aujourd'hui, décide de lancer Parole d'ado, regard de pro. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur, comme une évolution récente des usages numériques ou un constat alarmant qui vous a motivé à agir aujourd'hui avant qu'on présente votre initiative qui met le podcast et rencontres locales ? Alors, c'est pas tant sur la thématique en tant que telle, c'est sur le fait notamment que les parents prennent de plus en plus de place et d'importance sur les questions d'information des publics jeunes. Et c'est une cible de plus en plus importante du coup pour le réseau Info Jeunes, dont l'une des missions est d'informer sur tous les sujets qui concernent les jeunes. Donc la cible prioritaire sont les jeunes, mais les parents le sont également pour plein de raisons, étant donné qu'ils sont bien souvent prescripteurs ou influenceurs des jeunes dans nombre de thématiques. Et cela dit, parmi les nombreuses thématiques sur lesquelles le réseau Info Jeunes se mobilise ou développe des actions ou une offre de services, c'est la thématique de l'éducation aux médias et à l'information, et de ça depuis plusieurs années. Et donc on a souhaité du coup allier les deux sujets, donc développer une action en direction des parents sur cette thématique-là, comme on pourrait aussi le faire sur d'autres thématiques sur lesquelles les parents influent beaucoup, comme l'orientation, le logement par exemple, quoi. Clémence, dans les sujets que vous avez beaucoup réactualisés, il y a par exemple la question du postpartum, qu'on évoquait d'ailleurs juste avant l'anti-sèche, en disant toutes ces images sur les réseaux sociaux de le lendemain de l'accouchement, tout va très bien, Madame la Marquise. Là, vous dites qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire aux femmes. Oui, en fait, le postpartum, c'est une période de grande vulnérabilité. Alors, je vais citer une étude qui est assez récente et qui fait froid dans le dos. On l'a vu, le suicide est la première cause de décès maternel. Donc là,
tout est dit. Ça veut dire que vraiment c'est une période de grande fragilité et que donc les parents ont besoin d'un soutien énorme et surtout ont besoin de savoir qu'il peut y avoir des moments difficiles. Ce qu'il y a, c'est que pendant des années, en fait, la maternité ne devait être que beauté, merveille. J'ai eu un enfant, c'est merveilleux. Et on en parlait juste avant. On oublie. On a un enfant et puis il se passe les 2-3 ans difficiles et puis ensuite on oublie que c'est donc on en refait un. Donc on en refait un, mais en disant c'est cool. Mais en fait, c'est ça en fait dans tous les domaines de la vie. On garde les bons moments et puis on oublie les moments difficiles et c'est comme ça que l'humain est fait pour avancer. Mais si on les oublie totalement et qu'on oublie de dire aux autres que ça va être difficile, alors on met potentiellement dans la tête des gens un vrai problème de culpabilité parce que quand il y a des difficultés, si on ne le sait pas, quand on les vit, on se dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi je suis comme ça ? Je ne suis pas normale, je ne vais pas bien. Je vois nulle part des gens qui sont en train de vivre ce que je suis en train de vivre, donc ça ne va pas. » Alors que en fait... Il faut dire aux parents que ça arrive, les difficultés, c'est possible, mais il y a des choses pour avancer, pour aller mieux. Il y a des réseaux de soutien, des gens à contacter, et c'est vraiment très important de le savoir. Je fais partie de cette génération, moi je suis de 78, donc j'ai 46 ans, où c'est vrai que quand tes parents, et mes deux parents sont antillais, quand tes deux parents parlent créole, c'est que tu as fait une bêtise. Oui. En général. Il y a eu ça. Ils m'ont beaucoup parlé créole, tu vois ce que je veux dire. Il y a eu ça, il y a eu ça. Et quelque part, quand toi, tu s'étais parlé, on disait « Ah non, faut pas parler en public ». Enfin, il y a un petit côté quand même... C'est le poids de l'histoire. C'est mal vu, quoi. Mais c'est le poids de l'histoire. Faut jamais oublier que cette langue créole, c'est une langue, en réalité, parlée par les esclaves et les maîtres. C'était une façon pour les maîtres de pouvoir se faire comprendre et de comprendre tous les esclaves. Et c'est pour ça qu'on retrouve, qu'on le soit dans les îles anglophones ou francophones ou hispanophones, on retrouve un créole qui est similaire. Le créole de la Réunion, lorsqu'on est antillais, on se comprend. Voilà. Et donc l'idée, il fallait trouver une langue pour que les maîtres parlent avec les esclaves. Donc c'est une langue d'esclavagisme, c'est une langue de soumission, et c'est à la fois l'explosion aussi extraordinaire d'une identité au fil du temps. Et comment la nouvelle génération justement d'ultramarins perçoit le créole aujourd'hui ? Alors, non, alors c'est un étendard. Au contraire, c'est parler créole, c'est affirmer son identité, c'est affirmer ce que l'on est. Et c'est ça, c'est tout l'exemple de Césaire. Lorsque Césaire, on l'insulte, on lui dit le nègre, et avec Gontran Damas et avec Senghor, il lance le mouvement de la négritude. C'est comment est-ce que l'on retourne une insulte pour sublimer ce que nous sommes dans un monde dans lequel on nous a plongés. Monde de servitude, de domination, d'inégalité de traitement et tout cela. Et ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces podcasts alors, Stéphane ? Eh bien, la structure des podcasts sont les mêmes pour chacun d'eux, même si la thématique, du coup, diffère. On a souhaité partir des paroles, des regards des jeunes. Donc, on est allé chercher leur point de vue par le biais de micro-trottoirs sur chaque thématique. Et nous avons, du coup, invité un spécialiste, un expert sur cette thématique, dans l'idée de faire intervenir cet expert soit pour réagir et expliquer en fait ce que les jeunes disent en préambule, mais aussi pour fournir des outils et des concrets aux parents, parce qu'effectivement ces podcasts s'adressent essentiellement aux parents. Donc l'expert, il est là vraiment pour apporter des éléments complémentaires et des conseils, globalement. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir participé à celle-ci. Vous revenez la semaine prochaine, j'espère. Oui. Merci. Super. Je le note. À la réalisation, aujourd'hui, c'est Théo Boscar. J'espère qu'il reviendra aussi. Au son, Saïd Mamou. Au maquillage, Laure Audemont et Laura Girard et Emma Ferré. À la rédaction, très belle soirée à tous. On se retrouve demain. Ciao.